Pour les gens qui écoutent ça, que les gens sachent un truc, si tu vends 6 millions de pizzas sur la force du personal branding de Mister V, SVP, soyez pas chiant en campagne d'influence et de com, s'il vous plaît. Je veux dire, il y a un moment, c'est bien que ça marche, tu vois. Lui, c'est Valorant Mouliberto, cofondateur du groupe Le Crayon. Un groupe de 4 entreprises qui cumulent plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, toutes plateformes confondues, plus de 85 millions de vues chaque mois et qui a pour mission de réconcilier notre génération avec les médias. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, elle a vraiment une marque selon toi, tu vois? Notre obsession, c'est que quelqu'un qui a envie de parler de toi, il puisse le faire très facilement. Et en fait, le bouche à oreille, le référol, en fonction du terme qu'on veut utiliser, c'est pour moi la définition d'une grande marque. Après avoir monté la chaîne numéro 1 sur la thématique du débat en France et avoir conseillé les plus grandes entreprises françaises sur leur stratégie de réseaux sociaux, Parce que je suis CEO d'un groupe, moi à la fin, je suis pas un influenceur. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, à Personal Brand, je m'obsède pas à percer, à avoir plein d'abonnés coûte que coûte. Et d'abord et avant tout, mon job, il est ici maintenant avec mes équipes, avec mes clients, avec mes médias, tu vois. Valorant est sans doute l'expert francophone le plus aguerri sur la thématique de la Media-led Company, l'entreprise portée par le média. Pour rester en France, je trouve que le truc de pizza de Mister V est incroyable. Parce que c'était vraiment la démonstration d'à quel point le marketing des grandes entreprises est nul. C'est Mister Beast qui a un peu démocratisé le côté salut, alors aujourd'hui on va lancer un train dans un énorme trou et c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé de ça? Mais surtout sur YouTube, comme t'as la miniature, t'as une forme presque d'intro. Ouais. Un peu par la force des choses. C'est un peu ce qu'expliquait un vidéaste américain, j'avais trouvé ça super intéressant, où il expliquait qu'en gros le hook sur Insta TikTok, c'est l'équivalent miniature YouTube. Donc tu le prends soit dans le sens de YouTube à Insta TikTok, ce qui était plutôt moi mon raisonnement, c'est-à-dire t'annonces un peu d'une certaine manière ce que tu vas dire dans la vidéo, comme tu ferais une annonce en mode genre là aujourd'hui je vais faire 3 petits points, tu vois. C'est pas la miniature. Ou t'as de l'autre côté l'idée de se dire que en fait genre ta miniature YouTube c'est un scroll stop, tu vois. Ouais, Comment tu rends ça scroll stop, tu vois. Et en fait je trouve que le parallèle entre les deux est assez évident et pourtant assez peu théorisé, assez peu dit dans l'écosystème, tu sais. Ouais, carrément, carrément. D'ailleurs, si t'as la Minia, elle peut déjà raconter une petite histoire. Et ça, souvent, c'est les bonnes miniatures. Elle raconte une histoire où limite, si tu caches le titre, t'es censé pouvoir comprendre un peu, tu vois, la promesse. Et c'est aussi là où, du coup, il y a un truc super intéressant, c'est à vidéo égale, tu prends une vidéo donnée, si tu changes la Minia, ça va changer le taux de clic et tout, mais ça va aussi changer le watch time. Parce qu'en fait, les gens, ils cliquent avec une certaine attente, tu vois, et ils ne voient pas la même vidéo selon la Minia que tu leur as mis, tu vois. Complètement. Mais ça a été un peu la période, je sais plus c'était quand, c'était 2000, peut-être entre 2012 et 2015, 2016, où t'avais un peu justement le putaclic vraiment genre hardcore, tu sais, en mode genre pas du tout respecté dans la vidéo, tu sais, où du coup les gens ils se prenaient des taux de dislike de malade et tout, tu sais. Ouais, le clickbait, quoi. Ouais, le clickbait. Qui est un peu devenu aujourd'hui, j'ai l'impression, je sais pas ce qui fait ça. Est-ce que c'est le fait que les vidéos soient plus longues, ou je me rends pas compte, ou le fait que nous on poste des vidéos longues, je me rends pas compte. Mais aujourd'hui, nous on poste des vidéos sur une partie de l'interview, une partie du débat, une partie du sujet. Et en fait, une fois que t'as cliqué dedans, si la vidéo te plaît, je suis sûr que je demande à 10 minutes de la vidéo c'était quoi la minia, et le titre, personne n'est capable de me dire, tu vois. Ouais, c'est clair. Ben, en fait, on en parlait hier avec un gars qui s'appelle Maxime Click. Qui bien sûr, qui était un podcast. Et qui est très 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 fort sur YouTube. 700 000 abonnés. Le gars, il s'est formé auprès de mecs US trop forts et tout. Et lui, il nous disait qu'en fait, c'est vrai que sur les vidéos longues, une fois que la personne est embarquée dedans, en vrai, ça va, tu vois. C'est bon, elle va pas trop partir s'il y a un bon storytelling et tout. Mais par contre, ouais, il y a plus l'enjeu de comment tu l'attires et comment les premières minutes aussi, elles remplissent la promesse, quoi. Parce que si le gars est venu, il a cliqué sur la miniature pour une certaine raison, exemple, je sais pas, t'avais, je sais pas, Yumi Denzel qui fait cette habitude à proscrire, je sais pas quoi, et sur la miniature, on voit un truc, on le voit lui au McDo et lui ailleurs. Et ben en fait, s'il parle du McDo dans le début, bah c'est mieux, parce que s'il en parle pas, potentiellement les gens ils vont se sentir clickbait et ils vont partir. Ouais. Mais après, une fois qu'ils sont embarqués, à la limite, ça se passe bien, quoi. Complètement, et en plus après t'as des catégories, des imaginaires que tu peux avoir et tout. Mais c'est surtout que c'est vraiment le truc, moi ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais découvert que Netflix en gros avait des miniatures de films différentes en fonction des profils de viewers, tu vois.
C'est ouf, ça. Et par exemple, je pense que Netflix m'a compris que je kiffais les films avec les énormes monstres qui tabassent des villes, tu vois. C'était mon grand délire. Et du coup, il y a des films où c'est un peu ça, mais pas trop ça. Et où en fait, le monstre va être foutu en priorité, alors que, enfin, typiquement, genre, je sais pas si t'as vu le film Sans un bruit. Non, je l'ai pas vu. Quiet Place, ça s'appelle en Ok. anglais. Bête de film, il y a le 1 et le 2, les deux sont incroyables, vraiment, je te les recommande. Et Quiet Place, en gros, c'est des aliens qui ont une ouïe, qui ont zéro vue, Ok. mais qui ont une ouïe surdéveloppée. Mais une ouïe surdéveloppée en mode genre, je suis en mode, genre, je fais. Le mec il entend tout de suite et il va faire un truc. Donc c'est hyper stylé parce que du coup, ils sont en train d'avoir un enfant dans un monde où il faut pas faire de bruit. Enfin, il y a un truc assez délire avec ce truc-là. Ok. Et il y a des aliens, mais les aliens, tu les vois pas beaucoup dans le film. C'est très tendu autour du fait de pas faire de bruit parce qu'ils pourraient être là, tu vois. Ouais, ils sont suggérés, quoi. Bah, moi, la miniature, il y a le gros alien. Du ouais, coup, ok. alors que probablement que des gens qui sont un peu plus cinéma d'horreur, tu vas avoir un chute ou un. Tu vois, enfin, et je pense qu'il y a un énorme truc d'appel cognitif. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment un marketing différent pour un produit similaire. C'est un peu la base du copywriting de si tu veux convaincre les gens de prendre un vélo. C'est pas suffisant comme brief marketing. Il faut savoir à qui tu parles. Est-ce que les gens à qui tu parles, c'est plutôt des sportifs? Ouais. Faites du vélo, vous allez être en meilleure forme, vous allez être en meilleure santé. Est-ce que c'est des écolos? Faites du vélo, vous allez faire moins d'émissions de gaz à effet de serre, ce que tu veux. Est-ce que c'est des gens pressés speed? Faites du vélo, ça va aller plus vite. Et ça, c'est pas le même putain de résultat, t'es à vélo, mais en fait, pas du tout sur les mêmes trucs. Et tu vois, moi, typiquement, toute la partie autour du côté sport, ce que tu veux, moi, je fais pas mal de sport. Ouais. Je fais pas du vélo pour faire du sport. Et pourtant, ça pourrait. En revanche, je suis un gars speed. Ouais. Moi, passer me dire que j'ai passé potentiellement 45 minutes dans une bagnole plutôt que 20 minutes en vélo, ça me convainc, mais tous les jours, tu vois. Et donc, du coup, tu te dis qu'en fait, t'as tout un truc marketing dans, en fait, à ce à quoi tu as parlé. Et ça me fait beaucoup penser aussi aux bio-insta. Ouais. Les bio-insta qui vont être des manières de convertir et d'engager la communauté très, très différemment en fonction de ce que tu mets, tu vois. Ouais. Genre, ta phrase en mode, genre, bah, typiquement, Maxime Click, je suis le gars qui parle d'internet sur internet, tu vois. Du coup, tu comprends la propale. Ouais, c'est clair. C'est vrai que sur le sport, tu prends Fitness Park et Basic Fit. Même salle de sport, même machine. Fitness Park, c'est se dépasser, se surpasser, dépassement de soi, guerrier, dedans, tu vois, c'est la bagarre. Basic Fit, c'est se sentir bien dans son corps, tu vois. Dans le branding et tout, ça attire pas au final les mêmes gens et tout. Au final, c'est que des gens qui font du sport sur les mêmes machines, mais c'est pas le même délire. Ah, c'est ouf. Et ça, je pense que ça amène sur le sujet aussi de la marque. Bon, on pense souvent, tu vois, que la marque, c'est un logo et voilà, et que c'est juste une identité visuelle. Mais toi, dans ce que tu vois aussi avec les clients avec qui vous bossez et tout, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, elle a vraiment une marque selon toi, tu vois? C'est une bonne question, c'est toujours très difficile. Moi, j'ai toujours eu tendance, enfin, moi, j'ai une thèse de marque. Donc après, je sais pas, mais c'est vrai sur toutes les marques, tout le temps et tout. Et puis, il y a toujours des contre-exemples, tu vois. Mais nous, la manière dont on bosse, elle est un peu basée sur un truc basique qui est que notre obsession, c'est que quelqu'un qui a envie de parler de toi, il puisse le faire très facilement. Et en fait, je pense que c'est la base du marketing en tant que tel. Tu sais, il y a en gros l'idée des 4 leviers de Naval Ravikant. Donc en gros, les 4 leviers de Naval Ravikant, c'est l'argent, donc l'argent produit l'argent, l'humain produit l'argent, le code produit l'argent, et le média produit l'argent. Et quand je dis produit l'argent, c'est produit l'argent en disproportion des efforts que tu y mets. Ouais. Quand tu mets des efforts dans le fait de recruter, des efforts dans le fait d'investir ton argent, des efforts dans le fait de coder, des efforts dans le fait de créer du média, pour ce même effort, tu peux avoir 1 en résultat ou 1 million en résultat. Ouais, c'est les 4 trucs qui te permettent d'avoir du levier, quoi. Exactement. Et il y en a un qui est jamais discuté, qui est pourtant le levier marketing numéro 1, qui est le bouche à oreille. Et en fait, le bouche à oreille, le référol, en fonction du terme qu'on veut utiliser, c'est pour moi la définition d'une grande marque. Parce qu'en fait, l'idée qu'une grande marque se construit sans référol, c'est l'idée qu'une marque elle va se construire de sa communication à l'individu sans aucune intervention externe. Mais en fait, c'est complètement erroné ce truc-là. Parce que Nike, ils vont être en mode just do it, mais après, tu vas avoir CR7 qui va faire un énorme saut sur un terrain de foot, et là, tout d'un coup, ça devient autre chose. C'est plus juste la marque qui te dit just do it, c'est CR7 qui te dit avec Nike, je mets un triplé. Et donc ça, c'est du référol. Et après, tu vas avoir ton pote qui va prendre, je sais pas, des Air Jordan et qui va dire, mec, elles sont trop stylées, elles sont tellement confortables et tout. Enfin, et tu vas avoir tout ce truc-là. Et en fait, ce qui m'avait fait comprendre ce truc-là, c'était ma boîte précédente de community management que j'avais montée. Et j'avais discuté avec une marque de fringues, avec laquelle on bossait. Et elle m'avait dit, une marque de fringues bien gérée, c'est des gens qui payent pour faire ta pub. J'étais en tout cas, il demande, regarde Supreme ou Balenciaga, tu payes littéralement pour afficher le logo. Donc en fait,
eux t'achètent pour te faire de la pub. Et en fait, tu deviens du coup une forme de bannière, une forme de, tu vois, de porte-drapeau. Et la question, c'est comment une marque peut réussir à créer toutes les conditions du fait qu'on parle d'elle. Alors, première chose, c'est con, mais le nom. Autant le logo, ça peut être assez secondaire dans pas mal de trucs, le nom, ça l'est jamais. La raison pour laquelle le crayon, tout le monde le retient, et que même le surligneur ou le pinceau, les gens retiennent alors même que c'est beaucoup moins connu que le crayon, c'est parce que c'est facile à retenir. Pépite de France, c'est pareil. Et j'ai une obsession pour les marques qui sont faciles à retenir. Parce que c'est puissant. Brut est très facile à retenir. Ouais, c'est clair. Et en plus de ça, ça contamine le quotidien, hein, un truc comme Brut. Non mais tu sais, là, on sait un petit format un peu brut. Enfin, ah non, pas Brut, le média. Ah, t'as compris. Oh, les bâtards, c'est trop fort. Tu vois, et c'est ça l'idée l'idée centrale. Donc le nom, donc, sa capacité à le propager. Deuxième chose, la proposition de valeur claire. Et quand je dis proposition de valeur claire, c'est pas ce que ça t'apporte, c'est ce que ça résout chez toi. C'est pas du tout la même chose. Ce que ça t'apporte, c'est... qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Ce que ça t'apporte, c'est ce que ça permet. Ah là là, ils sont trop forts parce qu'on peut faire ça. Ok. Et c'est pas ça qui va convaincre un référol. Ce qui va convaincre un référol, c'est j'avais tel problème, je l'ai plus. Là, j'avais mes impôts, par exemple, l'enfer sur terre. Donc du coup, j'avais un nombre de trucs à gérer, à régler, tout ce que tu veux. J'étais un peu en train de paniquer, tout ce que tu veux. Surtout que moi, chaque année, je les avais fait tout seul pour le coup, ou avec de l'aide de potes, mais tout ce que tu veux. Là, j'ai appelé notre comptable du coup de ma boîte et j'étais en mode règle-moi ça. Et il me l'a réglé. Mais il me l'a réglé vraiment en mode genre... clé en main. Salut Valorant, juste pour te prévenir que tout est réglé. Et je suis en mode... Merci. C'est genre... Impossible de ne pas les recommander après ça. Exactement. Et donc ça, c'est pas... Il m'apporte plein de trucs. Il m'apporte de la compta au crayon, du social. Il m'apporte de l'aide sur la fiscalité, sur l'optimisation de la TVA, tout ce que tu veux. Enfin, tous les trucs comme ça. Ouais. Très fine. Quel problème il me résout? Je m'en occupe pas. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième truc. Et le troisième truc qui va être important, c'est le fait de réussir à avoir une mission. Mais plus qu'une mission, en fait, c'est une forme de vision. C'est une forme de endgame. Quand on parle de mission ou de ce que tu veux, les gens pensent toujours à un truc un peu gentil, au lieu de penser plutôt à un endgame. La mission, c'est pas censé être gentil. Ça, c'est juste une déformation un peu moraliste européenne, tu vois. Ouais. Le vrai sujet de la mission, c'est le endgame. Le endgame de Nike, c'est les gens passent à l'action. Ouais. C'est pas moral de dire les gens passent à l'action. Tu vois ce que je veux dire? En revanche, c'est un endgame. Donc du coup, t'es en mode genre, moi je suis dans l'équipe des gens qui veulent ça. Je suis dans l'équipe des gens du crayon qui veulent du débat auprès de n'importe qui. Je suis dans l'équipe des gens des Pépites de France qui veulent en faire en sorte qu'on connaisse mieux notre pays, qu'on puisse y habiter ce que tu veux. Et ça, c'est le endgame, tu vois. Donc le nom et les sets de marque qui font que c'est très facile de communiquer dessus. La compréhension fondamentale du besoin que tu résous et de ce que les gens vont avoir comme bonheur à parler de toi. Et pas ce que tu es capable de faire en termes de pluralité de services et ce que tu veux. Ouais. Et le endgame. Et la réalité de c'est quoi la version du monde où tu as réussi, quoi, tu vois. Ouais, c'est quoi le monde meilleur vers lequel tu t'amènes les gens, quoi. Exactement. Et ce monde meilleur-là, comment, en fait, quand tu as une boîte, par exemple, pour vous, pour le crayon, ou même des boîtes que vous avez pu accompagner, comment tu fais en sorte que cette mission-là, elle se perde pas avec le temps? Parce que, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes où la mission aussi, ça fait un peu bullshit, tu vois. Ça fait un peu c'est vrai jusqu'au moment où il y a de l'argent, quoi. Ouais, voilà, il y a une phrase écrite sur le site web, mais en vrai, tu vois, au quotidien, on oublie ce que c'est et puis ça vaut plus rien. Et même nous, en tant que fondateurs de boîte, on a notre mission, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on run dans le quotidien, peut-être qu'on l'oublie un petit peu, tu vois, jour après jour, et qu'on se retrouve à être dans l'opérationnel et à oublier pourquoi on le fait. Ouais, de ouf. Comment on réussit à rester attaché à sa mission pour nous-mêmes, mais aussi pour les clients, tu vois. Moi, par exemple, je veux pas qu'ils me voient comme c'est des mecs qui font des montages vidéo, tu vois. Ouais. Je veux qu'ils me voient plus comme la mission vers laquelle je vais. Ouais. Et est-ce que toi, c'est des problématiques que vous avez observées? De ouf, et surtout en tant que média, t'as toujours ces trucs où t'es constamment ballotté entre différents intérêts, différentes leviers de pression, que ça soit la communauté, les marques, les invités, les autres médias. Enfin, il y a plein de pressions différentes. Ouais. Pour moi, en fait, j'ai parlé de discipline, mais après tu pourrais dire que c'est une forme d'éthique ou autre, mais j'aime bien le mot discipline. Première discipline, c'est toute personne qui accomplit ta mission, même si ce n'est pas toi qui en tire les bénéfices, tu dois la soutenir. Ouais, ok. Presque par acquis de conscience. Et même quand ça te vénère, parce que c'est eux qui ont fait un gros coup. Tu vois, quand Hugo Décrypte reçoit Macron, bon, nous on l'a reçu récemment, donc maintenant on est en mode, on est dans l'équipe, on est ensemble, tu vois. Mais quand Hugo Décrypte reçoit Macron, c'est lui qui reçoit Macron. Le crayon ne gagne rien. Ouais. Mais c'est stylé. Ouais. Et je défends ça.
Tu vois, Ouais, parce que je tout à fait. défends que des jeunes soient en face du président de la République pour aller poser des questions différentes, pour aller voir des issues différentes, et aussi même pour l'image que ça renvoie on a une jeunesse qui est pas comme celle des générations précédentes. Donc ça, c'est trop stylé. Deuxième truc, il y a là pour le coup, c'est pas que vertueux, c'est aussi un truc business ou stratégique qui est ne prends jamais un chécos qui te met à dos ce pourquoi tu te bats. Et en fait, ça, c'est assez basique de se dire aussi, c'est à long terme une manière de mieux vivre sa vie, de mieux réussir, de gagner aussi à terme plus d'argent, parce que tu aurais été plus aligné dans ta mission, tu vois. Est-ce que ça, c'est une erreur Et ça, que c'est toi, t'as incroyable. fait, Non, ça, pour le coup, je suis vous vraiment avez ravi. réussi Ça, je suis vraiment ravi. On n'a jamais fait la moindre erreur. Après, ça ne nous est pas arrivé beaucoup non plus qu'on nous propose des chèques étourdissants pour trahir nos valeurs. Ouais. Parce que généralement, les gens, ils arrivent plutôt pour faire en sorte d'être dans nos valeurs à nous, tu vois. Donc, c'est plutôt facile. Ça nous est arrivé une ou deux fois avec des très grandes entreprises, de très grosses boîtes, ou étrangères, ou très polluantes, et on a refusé. Et voilà. Mais d'ailleurs, on a refusé le côté ces boîtes-là très polluantes, d'abord et avant tout parce qu'elles ne nous permettaient pas d'avoir une rigueur sur la contradiction qu'on leur faisait. Pas sur le fait que c'était polluant, parce que ça, pour le coup, j'ai envie de dire, il y a un moment où il faut aussi parler, faut essayer d'être dans le vrai monde. Il y a plein de gens qui sont des gens polluants et qui ont des choses à raconter, sur lesquelles tu dois contredire, évidemment, mais qui ont des choses à raconter sur le monde. Tu vois, j'ai du mal à me dire que tu reçois pas le patron d'une des plus grandes entreprises de transport dans le monde, tu vois. Que tu reçois pas une entreprise qui a la plus grosse IA du monde, parce que l'IA, c'est aussi polluant. Enfin, tu vois. Donc, en fait, quand tu rentres dans plein de trucs. Et après, le dernier truc, c'est une forme de kiff personnel. C'est-à-dire qu'il faut aussi, dès le début, que tu aies choisi une mission qui soit un kiff. Tu me verrais, et probablement qu'on aura l'occasion au fur et à mesure, mais tu me verrais dans des événements ou dans des soirées, un truc comme ça. Genre, c'est sincèrement un kiff de connecter les gens, de débattre avec les gens, de discuter avec les gens, de challenger les idées des gens. Genre, moi, les gens, ils sont toujours un peu étonnés parce que, avec le côté un peu crayon, le fait qu'on s'est bien développé, parfois ils ont un peu peur de me challenger parce qu'ils sont en mode j'ai pas envie de vexer le gars, ce que tu veux. Et en fait, ceux qui le font, au contraire, sont putain, mais en fait, c'est trop cool parce que du coup, moi, j'adore au contraire qu'on me dise ouais, mais tu dis ça, mais est-ce que c'est cohérent avec ça? Je suis en mode putain, c'est un bon argument. Tu vois, et tu réfléchis et ça aiguise la pensée. On est sincèrement des passionnés de débat. Après, il se trouve que on a envie de bien gagner notre vie, on a envie de développer notre projet très loin, on a envie que notre mission elle puisse porter à l'échelle nationale. Et ça nécessite des moyens, tu vois. Mais la réalité, c'est que on est des fans de débat, tu vois. Si jamais on avait tout l'argent du monde, vous feriez pareil, quoi. On ferait que du débat, c'est ouais. Ça, c'est une bonne question à se poser, je pense. Qu'est-ce que je ferais si je gagnais pas d'argent? Et est-ce que c'est très très différent de ce que je fais aujourd'hui? Si c'est très très différent, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que je fais du coup les bonnes choses? Et c'est vrai que quand tu dis par exemple, quand Hugo Décrypte reçoit Macron, en fait, ça ne nous arrange pas d'un point de vue purement business et tout. Nous, on n'a rien à gagner. Hein. Mais on le soutient parce que c'est la cause. Ça, du coup, je pense que c'est un bon critère aussi de dire, du coup, t'es obligé d'avoir une mission vraiment qui te tient à cœur, mais de manière sincère pour faire ça, quoi. Les gens peuvent être très décevants sur ces trucs-là, pour le coup. Parce qu'il y a plein de gens, c'était une Stéphanie Rivoire, Rivoal, je sais plus exactement son nom de famille, mais qu'on avait reçu au Crayon, au tout début du Crayon, une femme brillante, une grosse leaduse d'associations et d'entreprises, tu vois, genre un peu type businesswoman, mais for good, quoi, tu vois. Et elle nous avait dit, en fait, le problème, c'est que quand tu veux changer les choses, t'as contre toi ceux qui veulent rien changer, ceux qui veulent changer dans la direction opposée, et ceux qui veulent changer dans la même direction que toi, mais qui ont envie d'avoir, eux, le leadership de ce changement. Et ça m'avait matrixé en me disant waouh, putain, ouais, effectivement, à quel point t'es seul, quoi, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas une fatalité d'être seul, en tout cas auprès de ceux qui ont la même mission. Et ça se voit dans pas mal de domaines. D'ailleurs, on n'est pas juste nous les seuls le Crayon à faire comme ça. Hein. Tu peux voir ça dans des domaines un peu parfois militants, sur des questions écologiques, féministes ou autres et tout. Parfois, tu vois l'inverse. Parfois, tu vois le fait de revendiquer des combats et derrière, au contraire, ça se tire dans les pattes dès que. Mais moi, je pense que pour le coup, c'est là-dessus que tu peux juger le plus facilement une personne sur la sincérité de son combat. C'est son degré de valorisation de personnes d'événements où ils n'ont rien à gagner, mais ils sont quand même supportifs de ça parce que la mission globale est plus importante. L'idée d'un pays qui tourne mieux selon leurs critères est plus important que le fait que ce soit eux qui en bénéficient, tu vois. Parce que sinon, en fait, t'as tout intérêt à être pompier pyromane. C'est-à-dire que t'as intérêt à allumer des feux que t'es le seul d'être capable à éteindre. Du coup, tu deviens indispensable, tu vois. Ça serait le super-héros qui fait exprès qu'il y ait des crimes pour pouvoir se montrer à quel point il est utile, tu vois. Mais sauf que le but d'un super-héros qui combat le crime, c'est qu'il n'y ait pas de crime. C'est pas de le combattre, le crime. Enfin, tu vois. Et je pense que c'est ce raisonnement-là où parfois t'as des
des alignements entre les gens, tu vois. Ouais, clairement. Et donc, si on est sur la mission, mais pour une entreprise, on pense souvent que l'entreprise, elle vend des produits, des services, des trucs comme ça. En réalité, je pense qu'il y a pas mal d'exemples où, en fait, si la boîte a une bonne mission, bah après, elle peut décliner sur plein de verticales niveau produit et ça va rester cohérent. Vous parlez pas mal de la Media-led Company. Ouais. Tu peux m'en dire deux mots et pourquoi c'est un truc auquel toi tu crois à fond? Alors oui, alors déjà le truc qui est hyper bizarre, c'est que j'étais convaincu, mais alors vraiment convaincu que c'était un concept américain que j'avais repris en écoutant des trucs. Puis quand on a commencé à me challenger sur le terme, parce que je le sortais un peu à tout bout de champ, j'ai commencé à checker sur internet et ça n'existe pas en fait. Donc, on est peut-être en train de le créer, je sais plus exactement. C'est un de mes amis qui s'appelle Benoît Dubos qui m'en avait parlé, donc de le mec de Scalesia qu'on embrasse. Et donc du coup j'étais un peu en mode bon, voilà, est-ce qu'on est vraiment en train de créer le terme? J'en sais rien. En tout cas, de fait, qu'est-ce qu'a été la Media-led Company dans notre esprit? La Media-led Company, c'est une entreprise drivée par le média, c'est-à-dire que c'est une entreprise dont la première brique de développement, c'est le contenu, l'audience, la communauté, le positionnement. Ouais. Et une fois que, en gros, tu as créé tout un groupe de personnes avec lesquelles tu es d'accord sur la thématique, l'angle des thématiques, la manière de faire les thématiques, les sujets autour de ça, tu as plein de choses différentes. Tu as de la distribution, tu as de l'image de marque, tu as de la notoriété, tu as un positionnement, tu as de l'expertise sur un sujet parce qu'il faut que tu fasses du bon contenu, tu as un benchmark. Et donc, du coup, tu peux réussir à emmener cette communauté, cette audience, cette marque vers des produits, des services ou autres. Et ces produits, services ou autres vont être plus faciles à vendre pour toi que n'importe lequel de tes concurrents parce que tu as ton média en amont. Et derrière, si tu continues bien et que tu mets les bons trucs au bon endroit, c'est même hyper puissant parce que le fait d'avoir des services et des produits de qualité vont même renforcer l'attachement que les gens ont à tes contenus gratuits et qu'il faut que ça a tourné. Important, il y a des Media-led Company qui sont évidentes, basiques et du coup inintéressantes. Un formateur qui fait du personal branding, c'est une Media-led Company, mais c'est inintéressant. C'est inintéressant parce que littéralement, il fait payer les gens pour du contenu en plus. Donc il fait contenu gratuit, contenu payant, en mode merci Sherlock. Pas hyper créatif comme truc. Ça marche, tant mieux pour eux. Pas hyper créatif. Qu'est-ce qui est très créatif? Stéphane Plaza, Immobilier. Très créatif. Bon, il a eu des déboires récents, mais il crée une émission M6 sur de l'immobilier. Et après, derrière, il dit bah, allez dans mes agences, c'est 20 sur 20. C'est très smart. Et ça a été la première vraie grosse Media-led Company française. D'ailleurs, là où je pense qu'il y a un point aussi intéressant, c'est la cohérence entre là où il diffuse et l'offre. Donc lui, M6, télé, tout public, et agence immobilière, pour le coup, ça concerne à peu près tout le monde sur Terre. Donc ça marche, tu vois. Exactement. Est-ce que tu vois là-dessus? Bah alors, en gros, la thèse de la Media-led Company, telle qu'en tout cas je l'ai analysée jusque-là, c'est que soit tu t'adresses à 1% de l'audience pour du high ticket, tu t'adresses à 20% de l'audience pour du small ticket, en termes de cible clientèle. Ouais. En gros, si jamais tu as les Pépites de France, l'application par exemple, tu t'adresses à 20% de l'audience pour des small tickets. Ouais. Sur Stéphane Plaza Immobilier ou Welcome to the Jungle, tu t'adresses à 1% de l'audience pour des high tickets. Tu vois. Pour Welcome to the Jungle, tu payes 3 000 € par an ton abonnement quand tu es une boîte. Tu as 10 000 boîtes qui payent Welcome to the Jungle, ça fait un peu plus de 30 millions, 40 millions de revenus. Tu vois. Ouais, en gros, c'est costaud, quoi. Tu vois, ouais, enfin, par exemple, t'es Mister V, tu t'adresses à tout le monde, tu fais un truc méga mass market des pizzas. Tu fais bizarre, exactement. Et pizza, du coup, ça s'adresse à 20% des gens. Ouais. Important. Ça ne veut pas dire que 20% des gens achètent d'un côté ou 1% de l'autre. Ouais. Ça veut juste dire que par définition, ta cible clientèle se trouve dans 20% de ton audience d'un côté, 1% de ton audience de l'autre. Et Pépites de France, nous, c'est une app. Aujourd'hui, on a 450 000 utilisateurs. Donc, tu vois, c'est plus de 20% de l'audience. Non, un peu moins, c'est pile 20% de l'audience. Mais du coup, dans les pays, merci. Dans les payants, on doit avoir 8000 personnes dans les abonnés payants de l'app, tu vois. Okay. Et tu vois, c'est con, mais quand tu vois tous les médias, gros, c'est un truc de fou. Tous les médias digitaux, non pas digitaux, c'est pas d'ailleurs traditionnels, qui ont des abonnements médias pour du contenu en plus. Je les cite pas parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien dedans, mais bref, qui ont quelques milliers d'abonnés pour le truc. Je suis en mode, mais les gars, pourquoi vous faites du contenu payant? Pourquoi faites du contenu comme vous faites gratuit, mais en un peu mieux payant? Non, faites du contenu différenciant. T'es un média sur la technologie, tu veux une version de ton contenu payante, fais-en un e-commerce des produits un peu high-tech. En fait, t'es une espèce de sélection de ces produits-là avec des liens d'affiliation. Est-ce qu'on peut faire des trucs un peu créatifs, s'il vous plaît? Enfin, c'est ça, en fait, moi, ma thèse. Est-ce qu'on peut faire des trucs un peu créatifs? Je suis pas contre le fait de bien gagner sa vie, je suis pas contre le fait de servir l'audience d'exactement ce qu'elle veut. Mais un peu de créativité dans les business models, ça fait pas de mal, tu vois. Parce que, à moins que tu sois Le Monde, le côté je gagne de l'argent en abonnement parce que je suis un média, bonne chance.
Vraiment bonne chance. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'il y a un manque à gagner de ouf. Enfin, après, tu me dis, hein, mais je pense que tu as des médias-led compagnies qui arrivent à monétiser leur audience d'autres manières peut-être plus créatives et beaucoup plus pertinentes et petites. Toi, c'est quoi un peu les médias-led compagnies qui te parlent? Moi, je trouve que Welcome to the Jungle, c'est la plus originale, c'est pas le mot, mais en tout cas la plus époustouflante. Parce que c'est vraiment un produit B2B qui a été scale par les gens qui cherchaient à cibler. En fait, c'est presque un B2B2C. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cherché à cibler les employés que les meilleures boîtes voulaient avoir. Ouais. Et ils sont allés voir les meilleures boîtes en disant, si vous nous payez, les gens ils se sentiront à l'aise d'aller postuler chez vous. Ils taquent 3 000 € par an. Wow. C'est tellement smart. C'est tellement smart. Après, le modèle est compliqué. Il y a pas mal de gens qui se plaignent du fait que pourquoi on paierait si cher par rapport à un autre truc et tout ce que tu veux. Et moi, c'est justement là où je dis c'est la marque. Tu vois, tu payes la marque. Tout le monde est là-bas aussi. Donc, exactement. Et nous, aujourd'hui, le Crayon, on n'est pas sur Welcome to the Jungle parce qu'on a tellement de canaux de distribution personnellement qu'on n'a pas de besoin d'être sur Welcome to the Jungle. La réalité, c'est que si demain matin, on doit recruter 5 personnes par mois, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais si on doit recruter 5 personnes par mois, évidemment qu'on va dessus. Le volume est trop gros pour qu'on gère tout et qu'on centralise tout nous-mêmes. Ouais, carrément. En revanche, ça welcome de derrière, une fois que les gens ont validé le besoin et l'envie d'acheter et de consommer le produit, d'améliorer et de créer les bonnes features pour que tu sois vraiment indispensable. Tu vois. Donc ça, c'est une média de compagnie que je trouve très stylée. Pour rester en France, je trouve que le truc de pizza de Mr V est incroyable. Parce que c'était vraiment la démonstration d'à quel point le marketing des grandes entreprises est nul. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu es capable de vendre 2 millions de pizzas en faisant le débile mental. Il en a vendu 6, je crois, à ce jour maintenant. De vidéos. Sachant que... Est-ce que tu te rends compte du délire? Il est face à des vrais acteurs de la pizza depuis des années, qui ont des chaînes de distribution, des campagnes et tout. Lui, il a fait 2-3 vidéos, 6 millions de pizzas. Merci, bonsoir. Pour les gens qui écoutent ça, que les gens sachent un truc, si tu vends 6 millions de pizzas sur la force du personal branding de Mr V, SVP, soyez pas chiant en campagne d'influence et de com, s'il vous plaît. Je veux dire, il y a un moment, c'est bien que ça marche, tu vois. Mais c'est surtout parce qu'en fait, là où il y a une dimension, je trouve, extrêmement intéressante dans le truc de Mr V, c'est le côté que lui, ce qu'il a vraiment cherché, peut-être sans faire exprès d'ailleurs, c'est l'arbitrage. On bouffe des pizzas surgelées, donc quitte à bouffer une pizza surgelée, autant que ce soit celle de quelqu'un qu'on kiffe. Et ça, c'est très malin comme idée. Donc en gros, ça, c'est l'idée de se dire... c'est un game, ça c'est très intéressant dans tous les games où les gens ont une notoriété qui dépasse l'entendement. Les gros youtubeurs, les grands acteurs, les grands humoristes, putain. Ah ouais? Bah ouais, les grands humoristes. Je veux dire, un Paul Mirabel, un Haroun, un Franjo, d'un certain point de vue, un David Castello-Lopez, tu vois, ces gens-là. Ouais. Ces gens-là, ils sont massivement connus. Redon Bougueraba et tout. Donc qu'est-ce que tu fais quand t'es massivement connu? Tu prends un produit que les gens achètent de toute façon, et tu fais en sorte qu'ils préfèrent l'acheter chez toi, quitte à ce qu'ils l'achètent chez toi un tout petit peu plus cher. Et là, du coup, tu vas retrouver quoi? La pizza, la bière, les barres chocolatées, sneakers, ce que tu veux, donc MrBeast. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu vas retrouver d'autre? Les films, mine de rien. C'est con, mais les films, c'est une forme de média de compagnie. Encore une fois, le film est la média de compagnie contenue des humoristes, ce que les entrepreneurs sont aux formateurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu fais des formations en ligne, c'est comme quand tu fais des films quand tu es un humoriste. Bref. Ouais. Donc tu as des produits comme ça. Mais après, tu peux aller sur des trucs un peu plus spécialisés, tu vois. Typiquement, moi, j'en suis toujours dans l'attente du SaaS de Micode. Quand est-ce que Micode sort un putain de SaaS? Et d'ailleurs, Micode sortirait un SaaS dans la Creator Economy, il ferait moins d'argent que s'il sort un SaaS dans la cybersécurité. Ah oui, bah oui. Il a fait tellement de vidéos sur les hacks, sur les trucs, sur les piratages, sur les escrocs en ligne et tout ce que tu veux. Imagine, il sort juste un logiciel un peu cool, un peu stylé. Et encore une fois, il n'est pas obligé de le sortir. Hein. Qui s'associe à des gars qui sont bons. Enfin, tu vois. Ouais, c'est pas lui qui a besoin de le coder. Et c'est ça que je trouve ouf, c'est... En fait, le média est là, l'audience est là. Et après, t'as un choix illimité de manières de monétiser. Et des choix plus ou moins pertinents, quoi. Ouais. Genre, Mr V aurait pu ne pas faire des pizzas. Il aurait pu faire un truc sur le rap. Et ça aurait beaucoup moins bien marché parce que forcément, il aurait touché moins de monde et tout, tu vois. Ouf. Mais après, tu comprends aussi de fur et à mesure l'attraction que t'as. Tu vois, une Léna Situation qui a des coupes de cheveux hyper différentes en fonction des moments, des événements et de ce que tu veux. Mais t'imagines, c'est le monde des salons de coiffure en France? Des hôtels Mafouf qui sont des salons de coiffure?
mais elle peut monter un business en centaines de millions, tu vois. Et assez vite. Et... Parce qu'il faut bien qu'on aille chez le coiffeur. Donc, quand on est chez le coiffeur, à Paris, une coiffure, ça coûte entre 20 et 40 balles, on va dire, tu vois, pour un homme. Quitte à dépenser, on va dire, 30 balles, on est très content de le filer à un truc qui a la situation plutôt qu'à une marque dont on n'a aucune attache, tu vois. Un truc qu'on connaît pas, Exactement, préférence de marque. Donc, la Medialet Company, du coup, t'as l'alignement avec la communauté qui est ça, et pour le coup parfois généralement une question plutôt de marché, de thématique. T'as la valeur ajoutée en fonction de ce que t'as compris de mieux que le marché, et où tous les trois sont substituables au cumulatif, et où de la préférence de marque pure et simple. Ça c'est des trucs de malade mentaux à faire, tu vois. Nous sur le Crayon on se la pose beaucoup, de c'est quoi la vraie Medialet Company derrière le Crayon. Aujourd'hui la Medialet Company derrière le Crayon c'est les deux agences. Mais aujourd'hui, les deux agences, c'est extrêmement B2B. Donc, on parle même pas à 1% de l'audience, on parle à 0,1% de l'audience. Parce qu'au final, votre média qui touche vraiment du tout public sur le débat, pour le moment, il reste un modèle média, mais il n'y a pas encore la compagnie. Complètement. Mais de l'autre côté, on reçoit des influenceurs on reçoit des influenceurs, des politiques, des intellectuels, ce que tu veux, notamment beaucoup du monde de la jeunesse sur le Crayon. Du coup, une entreprise qui veut toucher les jeunes, c'est évident que tu travailles avec l'agence du Crayon. Parce que tu parles, c'est con, mais si tu parles avec un gars de 45 ans d'une grosse agence versus avec moi, bah tu vois le gap de compréhension majeur entre la subtilité, parce que moi je suis exposé de A à Z de tout ce qui se passe de ma génération, du plus divertissant au plus sérieux, du plus radical au plus modéré, du plus politisé au plus gentil, mignon, naïf, tu vois. Ouais, donc tout ton média te permet aussi de nourrir les agences que vous avez d'influx. Mais sauf qu'on a vraiment envie d'avoir un vrai produit derrière le Crayon. On n'est pas encore certain. Beaucoup de gens nous ont dit que la Medialet Company du Crayon, c'était un des événements. C'était un peu une forme de Vivatech citoyen, Vivatech politique, quoi, en gros. Quand je dis Vivatech, c'est pas le côté technologie, c'est le côté grand salon. Bien sûr. Donc ça, on se pose la question. Ça serait pas un salon de la créateur économie, parce que beaucoup de gens voulaient qu'on essaie d'en faire un. Mais ce serait beaucoup plus un salon d'une espèce de convention citoyenne privée. Vraiment, je suis là, je suis complètement Billy in public. Ça se trouve, on fera jamais ce truc-là, tu vois. Mais je réfléchis beaucoup à cette idée. Ça intéresse les gens et qui veulent en discuter, qui n'hésitent pas. Ça m'intéresse beaucoup de se dire, il y a eu des conventions citoyennes sur le climat, il y a eu une convention citoyenne sur la fin de vie, je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, et ça n'a quasiment rien donné politiquement. Nous, notre thèse au Crayon depuis pas mal de temps, c'est que globalement, c'est aux citoyens de s'emparer de la vie de la cité et de la société, et pas seulement les politiques. Et donc du coup, si tu files la métaphore de ce truc-là, tu crées une convention citoyenne privée dans laquelle tu as des politiques, des militants, des influenceurs, des entreprises, et tout ça qui, en fait, font des travaux d'intelligence collective sur la résolution des problèmes. Et du coup, ça fait une médiatisation de ouf pour les projets qui font des trucs stylés dans ce domaine-là. Ça peut être tous les domaines. Ça peut être la souveraineté technologique, ça peut être la crise climatique, ça peut être, il y avait eu, je te prends l'exemple de la fin de vie qu'il y avait eu, ça peut être plein de trucs. Mais tous ces trucs-là, il y a des organismes publics, des organismes privés, des influenceurs, des écrivains, tu vois. Il y a un nombre de gens à les mobiliser là-dessus. Tu fais un grand débat du soir, puis tu fais des tables rondes la journée, puis tu as des stands avec des boîtes. Enfin, tu fais un truc de malade mentaux, tu vois. Nous, il y a des entreprises qu'on accompagne dans tellement de domaines. Des domaines de l'alimentation, des domaines de la cybersécurité, des domaines de la sécurité. Tu sais, la sécurité, c'est toujours un sujet politique dans la tête des gens. Mais nous, on accompagne deux boîtes. Leur job, c'est la sécurité. L'une qui est application pour se signaler dans lequel t'es pas bien, et l'autre pour juste, genre, ça met une emmerde dans la rue, t'appuies sur 2-3 boutons de ton téléphone dans ta poche et ça fait un bruit d'alarme, tu vois. Ouais, c'est la sécurité en fait. Ouais. Donc t'as des acteurs privés là-dessus. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, sur le Crayon. Ces acteurs privés peuvent bénéficier d'une bête de couverture et donc d'investir dans du marketing dans ta convention parce qu'ils savent que leur business est de toute façon branché à un enjeu sociétal, tu vois. Ça, tes boîtes, il y en a plein dans tous les domaines. Et en plus, ça permet de challenger. Enfin, voilà. Peut-être que le business model est trop difficile parce que c'est pas assez politiquement correct comme événement si tu le fais sous une forme de convention citoyenne, parce que du coup, tu as une exigence citoyenne que tu as moins dans ce genre de truc. Mais vu qu'un Change Now qui est très écolo arrive à être un bon business model, il n'y a pas de raison que tu puisses pas faire un truc stylé, tu vois. Ouais, donc ça, c'est les réflexions que vous avez en ce moment. Exactement. Même si je t'avais que l'événement, ça me fait quand même chier. Ouais. Donc j'en parle parce que on sait que l'idée est bonne, mais ça me fait un peu chier. Je préfère un truc beaucoup plus scalable. Pourquoi ça te fait chier? Je préfère un truc plus scalable, tu vois. Genre, ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la technologie, ça apporte plus de valeur. C'est beaucoup plus facile à travailler dessus et c'est beaucoup plus facile d'avancer vite dans ton produit, tu vois. Donc voilà. Ouais, toi, t'as un gros background là-dessus en plus, non? Vous aviez fait Elise, l'appli. On avait fait, moi j'avais monté j'avais fait la version 1 du Crayon, c'était une app, c'est moi qui l'avais dev et tout. Ok. HTML et no code, hein, donc rien de fou. Et là on travaille sur l'app des Villes de France, tu vois.
Passionnant, mec. Et sur le crayon, Bah, on hésite. Il y a des idées d'app, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucune idée d'app avec un vrai business model. ouais. Quand tu as démarré le crayon de zéro, toi, tu avais fait d'autres boîtes avant et tout. Là, tu commences à poster des vidéos YouTube. J'imagine que ça devait faire 100 vues au début. Comment on devient numéro 1, tu vois, sur le débat en France, 300 000 abonnés et tout. Comment ça s'est fait au début pour faire grossir ce truc? C'est une bonne idée. En fait, ça s'est quand même fait ultra organiquement. Ok. C'est-à-dire que toute la thèse tu sais où tu vas, chaque plan, chaque étape était faite et tout ce que tu veux, c'est des conneries. Tu peux avoir toujours la vision, et je pense que ça, plus tôt tu l'as, plus vite t'avances, parce que ton chemin est moins sinueux, il est plus tout droit, tu vois. Ouais. Mais ta vision, comme on disait tout à l'heure, c'est ton endgame, c'est le but final, c'est la vision de la société que tu défends. Mais en fait, la vision de la société que tu défends, après, derrière, c'est le pourquoi. Et le comment et le quoi. Donc le comment, c'est quelle méthodologie, et le quoi, c'est quel produit fini. Ouais. Ça t'itère avec l'audience, t'itère avec les invités, t'itère au fur et à mesure de ton parcours, tu vois. Je regardais une vidéo hier de David Castel-Lopez qu'on avait fait au tout début avec le crayon et tout. J'étais avec ma copine, je lui montrais ça et tout. C'est catastrophique. C'est pas grave, mais c'est catastrophique. C'est juste que sans ce truc catastrophique, il n'y a pas le truc cool qui est sorti il y a une semaine. Tu vois, l'interview de Macron. Ouais. Et en fait, c'est toujours la même chose. Je pense que les gens, en fait, et c'est un des problèmes mais je pense que tu connais ça très bien aussi, hein, mais c'est un des problèmes un peu de l'époque, c'est que les gens ont une incapacité totale à se projeter à 3, 5, 10 ans, quoi, tu vois. Et comme ils ont une incapacité totale à se projeter à ce truc-là, c'est un peu le discours de Steve Jobs à Harvard ou à Stanford, je sais plus où c'est, je crois que c'est à Harvard. Ouais, je crois aussi, ouais. Et il disait tu ne peux pas connecter les dots, je sais pas, les points, je sais pas comment je pourrais traduire ça en français, mais tu peux pas connecter tu peux pas connecter les événements entre eux a priori, tu peux que le faire a posteriori. Et donc du coup, tu dois croire que d'une manière ou d'une autre, tout se réalignera. Et typiquement, il prend un exemple, il a pris des cours de calligraphie, Steve Jobs. On se dit, et genre vraiment littéralement, il s'est toujours dit putain, ça va vraiment me servir à rien. Jusqu'au moment où en fait, ces mêmes cours de calligraphie lui ont permis de design l'iPad et l'iPhone. T'es en mode ah d'accord. Ouais, c'était impossible à prévoir. Exactement. Et en fait, je pense que c'est ça l'idée, c'est que les gens ont parfois une vision un peu trop pressée, pressée ou retour sur investissement de tout ce qu'ils font. En fait, tu construis le fait d'être complet, tu vois, et d'être complet en tant qu'être humain, tu vois. Et donc du coup, c'est con, mais les valeurs humaines que tu vas développer, c'est aussi les mêmes qui vont te permettre, peut-être à court terme, pas d'aller moins vite, mais peut-être à long terme d'aller plus vite, tu vois. Nous, je te prends juste un exemple par rapport à ça. Le fait d'avoir toujours cherché à être neutre le plus qu'on pouvait, c'est un truc qui à court terme nous a coûté beaucoup d'abonnés, parce qu'on voyait bien que les médias ou de gauche ou de droite qui se lançaient en même temps que nous. Ouais. Donc je pense à Valeurs Actuelles d'un côté ou à Blast de l'autre, gagner des abonnés beaucoup plus vite, parce que de droite ou de gauche. En revanche, aujourd'hui, lequel des trois, entre le crayon Valeurs Actuelles et Blast, a reçu Macron, lequel des trois domine un peu auprès de notre génération, de ce que tu veux, bah c'est nous. Et lequel, encore aujourd'hui, a la meilleure image, c'est nous. Parce que Blast, en plus, ils se sont pris des sujets de harcèlement au travail du patron et tout ce que tu veux. Donc, ils se sont pris des sales articles, des sales trucs et tout sur comment ça fonctionne en interne et tout. Valeurs Actuelles, ils ont un peu abandonné leur chaîne parce que ceux qui s'occupaient de VA+, ils se sont fait virer, parce qu'ils se sont fricotés avec Papacito sans l'autorisation de la rédaction. Enfin, j'ai pas trop compris les histoires. Ouais, si t'es pas aligné parfaitement et que tu fais pas les choses bien, il y a un moment où tu le payes cher, très cher, tu vois. Et surtout que les gens comprennent pas. En fait, il y a un concept en technologie que les gens qui ne sont pas exposés à la technologie en termes de travail ne comprennent pas, c'est ce qu'on appelle une dette technique. Une dette technique, c'est quand tu as codé un produit, une technologie, une automatisation, et que cette automatisation, plus tu l'améliores, plus ses fonctions de base déclinent en qualité et en efficacité, parce qu'en fait, tu as dû rajouter du code sur du code sur du code sur du code, sans avoir prévu que la première ligne devait être capable de les supporter les autres. Parce qu'à la base, tu as juste fait la première ligne, puis tu dis ah tiens, la deuxième serait cool, boum, la troisième serait cool, sans comprendre qu'en fait, pour réussir à faire le mieux de truc, il aurait fallu que depuis le début, tu aies pensé aux trois. Ce qui est impossible quand itère. Ce qui fait que beaucoup de startups, une fois qu'elles ont trouvé leur product market fit, parfois sont obligées de retaper tout le produit. Et ça leur fait perdre un temps et un fric de malade mental, parce qu'en fait, ils sont obligés d'aller maintenant construire une techno clean pour la suite. C'est hyper intelligent de faire ça en vitesse. C'est toujours un peu chiant à faire une fois que t'es dedans. Et du coup, en fait, quand on parle d'alignement, quand on parle de mission, quand je parle de long terme, de quoi je parle ? Je parle du fait de ne pas se créer les freins à du long terme. C'est parfois le court terme, ce que t'apporte le court terme te crée le frein de long terme.
Si sur les quelques boîtes avec lesquelles on a refusé de bosser pour des questions éthiques, de vision, d'alignement de valeurs et tout ce que tu veux, si on avait bossé avec elles, la boîte ne serait pas arrêtée. Elle serait juste moins compétitive et cohérente aujourd'hui, donc plus fragile, donc moins puissante. Donc en fait, c'est par ton éthique personnelle aussi que tu renforces ton propre projet, tu vois. Et ça, je pense que c'est des trucs auxquels les gens sont pas du tout assez sensibilisés. Et c'est hyper important de se rendre compte de ça parce que, en fait, c'est trop con de lancer un truc et de s'y donner corps et âme avec comme seul but que ça soit plutôt bien dans 2 ans plutôt que ça soit génial dans 5, tu vois. Je pense que ça, c'est un truc... voilà, après, est-ce que c'est ma vision un peu de gosse surexcité, passionné par ce qui fait qu'il parle ou un businessman rationnel, j'en sais rien, mais c'est comme ça qu'on bosse, quoi. Tu vois. Ouais. Toi, tu raisonnes à 5 ans, à 10 ans, tu te dis à quoi je veux que ressemble ma boîte et accessoirement le monde autour, quel impact je veux qu'elle ait dessus, plutôt que comment d'ici 6 mois j'ai fait un buzz, quoi. De ouf. Et tu vois, typiquement, beaucoup de choses qui sont en train d'arriver en France, on l'avait anticipé. Hein. Donc, moi, c'est pour ça que on n'est pas surpris de ce qui se passe. C'est désolant, mais on n'est pas surpris de ce qui se passe. Ça nous pendait tous au nez. La division dans laquelle on est aujourd'hui est lunaire. Enfin, il y a quand même des gens qui essayent de faire croire que le crayon c'est de gauche ou que le crayon c'est de droite. Je suis en mode... C'est fatigant, tu sais. C'est fatigant, tu sais. Genre, on n'a jamais eu des gens aussi divisés et le média qui reçoit tout le monde, les gens se pressent à essayer de le foutre dans une catégorie. C'est quand même dramatique, tu vois. Mais ça, d'ailleurs, le labelling, c'est un truc de fou, quoi. Tout le monde veut te mettre dans une case de toutes les manières, et parce que c'est plus simple. Et je pense que c'est un peu ça aussi les marques, c'est comment pré-mâcher, tu vois, le travail pour que les gens sachent direct et comprennent qu'est-ce qu'est la marque, tu vois. Je pense qu'il y a un parallèle aussi. Mais... Très juste, c'est juste que culturellement en France, par rapport aux médias anglo-saxons, culturellement en France, personne n'est neutre. Aucun média n'est pas haut ou de droite ou de gauche. C'est culturel. C'est hyper intéressant de le comprendre, c'est culturel. Et nous, on a fait le choix de se dire, on va y aller en contre-culturel là-dessus. Ouais. J'ai pas l'impression que Squeezie soit de droite ou de gauche. J'ai pas l'impression que Amixem soit de droite ou de gauche. J'ai pas l'impression que Magla soit de droite ou de gauche. Et j'ai surtout pas l'impression que ça soit important. Pareil pour le crayon. J'ai pas l'impression que le crayon soit de droite ou de gauche. Et j'ai pas l'impression que ça soit important. Et le fait que les gens essaient de deviner ce qu'on veut essayer de leur dire en devinant notre positionnement politique est complètement lunaire pour nous parce que nous, on est en mode mais nous, on veut rien vous dire en fait. Nous, il y a des gens qui partagent des idées et on a envie de vous faire réagir à ces idées pour que vous trouviez ça génial ou horrible et parfois la même réaction pour 2 personnes différentes à la même vidéo, tu vois. Ouais, c'est ouf. Et peut-être le dernier truc que je voulais te demander, c'est là, les gens qui regardent potentiellement, ça les intéresse. YouTube, ça les intéresse d'aller... Bien sûr, ils ont raison. Glow leur audience là-dessus. Mais à la fois, quand tu démarres de zéro, c'est chaud. Parce que tu postes des vidéos, ça fait 30 vues. Enfin, tu vois, ça peut être une barrière à l'entrée, en fait. C'est hardcore. Toi, comment tu jouerais le truc si tu devais là restart de zéro, tu vois, YouTube? En tout cas, j'ai partagé 3 stratégies. Et ça m'intéresserait d'avoir toi, celle que toi tu choisirais si jamais tu commençais de zéro. Première stratégie, c'est Casey Neistat, Sam Sulek. Je ferai des vidéos de moins de 10 minutes tous les jours sur un sujet. À chaque fois avec des titres et des miniatures très basiques, mais hyper putaclic, peut-être pas, mais en tout cas aguicheuses, tu vois. Ouais. En mode genre, pourquoi les gens n'ont rien compris à la politique, tu vois. Et après, la vidéo d'après, c'est comment l'innovation va changer le monde alors qu'on n'a même pas encore compris, tu vois. Et tu fais ça, et c'est moins de 10 minutes tous les jours. Et tu fais ça, à mon avis, au bout de 30 jours, t'as probablement une vidéo qui pète. Avis personnel. Ouais. Et donc, du coup, en faisant ça, à mon avis, tu dépasses les 1000 abonnés qui sont le vrai truc infernal sur YouTube. Ouais, grave. Première stratégie. Deuxième stratégie, tu prends un format, une idée, une concept, une thématique, si possible une thématique plutôt grand public. Prenons le cinéma par exemple, la thématique grand public par excellence. Et tu fais des chroniques entre 15 et 30 minutes et ton titre et ta miniature, c'est la question que tout le monde se pose. Exemple très simple, pourquoi le loup dans Le Chapeauté est un des meilleurs méchants de l'histoire des dessins animés?
Ça, pour n'importe qui a vu le chapeauté, 2, tout le monde est en mode bordel, parlons de ce loup qui est beaucoup trop stylé. Vu qu'il n'y a pas non plus tant de gens que ça qui en parlent, la moindre vidéo qu'on verra sur le sujet, on s'en fout qu'elle fasse 30 vues, on s'en fout que personne ne soit abonné à la chaîne, on a juste envie de parler de ce sujet-là. Ouais, carrément. Et donc ça, tu fais ça, je prends l'exemple du cinéma, mais ça pourrait être sur la technologie, ça pourrait être dans d'autres domaines. Tu vois. Mais ça, vraiment, la question que tout le monde se pose. Ça, tu fais des chroniques de 15 à 30 minutes sur la question que tout le monde se pose. Et la dernière méthode, podcast/émission avec des gens plus connus que toi. Ouais, carrément. Plus connus, j'entends sur YouTube et tout ce que tu veux, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, donc voilà. Et sachant que dans les trois, le point commun unique que tu dois avoir pour ne pas te mettre des bâtons dans les roues, c'est un son de qualité. Un son qui fait qu'on peut écouter en mode podcast. L'image, tout le monde te le pardonnera si le son est correct. Carrément. Bah, je partage. T'en penses quoi? Toi, tu choisirais lequel des trois? En fait, moi. Toi, t'as un peu choisi le 2 en vrai. Moi, là, tu fais le 3, mais t'as un peu choisi le 2 à la base. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé par le 2. En fait, moi, je suis parti du principe que au début, les gens, quand ils te connaissent pas, ils s'en foutent de toi. Donc, mettre ta tête sur la miniature ou des trucs comme ça, c'est pas vraiment le sujet. Donc, plutôt prendre des sujets. En fait, plutôt les attirer par l'angle du sujet, comme tu le dis. Donc, un truc un peu tout public. Bon, moi, j'ai pris les entrepreneurs, donc ça reste un petit peu niche quand même. Mais tu sais, celle sur Hormozy, elle a bien marché et elle est même très cool, tu vois. Ouais, par exemple, ça, c'est assez tout public. Avec un angle, comme tu dis. Donc là, toi, c'est la question que tout le monde se pose. Mais ça peut aussi être un angle un truc qui intrigue. Donc, tu vois, la gueule du mec est marquée menteur, point d'interrogation, ou un truc où ça hook, effectivement, où tu te dis, ah, tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a à dire? Le petit tissu électrique dans le cerveau. Ouais, voilà. Et après, effectivement, un format, trouver le format qui marche. Donc, au début, itérer un petit peu. Et puis, dès que tu as un format qui marche, le envoyer dessus. D'ailleurs, c'est pas parce que tu fais du tout public que tu es obligé de faire du divertissement, je pense. Exemple, tu t'analyses le loup du chapeauté. Et ben en fait, tu peux très bien dire, bon bah moi, par exemple, je suis expert en storytelling, j'aide les marques à travailler leur storytelling. Je vous attire avec un sujet top funnel chapeauté, mais dedans, je vais saupoudrer des insights plutôt bottom funnel d'expertise, tu vois. Un peu comme Marketing Mania. Comme Marketing Mania, comme Yann Leonardi. Ouais. Tu vois, il va analyser Domino's Pizza, mais en fait, dedans, il va utiliser des frameworks marketing compliqués et tout, et il va prouver son expertise. Donc, effectivement, moi, je commencerai plutôt sur un truc comme ça, ou alors capitaliser sur l'audience des autres en leur proposant des émissions, des interviews, un peu comme on est en train de faire là. Ce qui est une bonne idée et qui ne correspond pas à des objectifs similaires. Moi, la raison, pour l'instant, à date, parce que les 3, c'est une question que je me pose. Ouais. Moi, mon préféré des 3, c'est le 2, parce que c'est ce que je consomme le plus en contenu. Okay. Sauf que le problème du 2, c'est que ça demande un temps énorme pour des retours incertains. Ouais, c'est clair. Vraiment incertain. La raison pour laquelle j'ai fait le 3, en tout cas pour l'instant, parce que j'hésite à tenter le 1, en vrai, juste pour me marrer. Donc on verra. Mais c'est parce que le 3, moi, me permettait aussi de répondre à un objectif d'alignement business qui est, quitte à ce que mon contenu ne fasse pas 100 000 vues par podcast, ou même par vidéo, peu importe les vidéos que je fasse, autant que ça sert à un autre objectif qui est celui de montrer à quel point on est entouré. Qui est un truc que parfois les gens ne mesurent pas assez. Ah oui. Les gens ne mesurent pas la vaste étendue de notre réseau, mais genre délire, tu vois. Ouais, c'est clair qu'il y a ça, c'est tout le truc du branding par association aussi. Juste, tu te mets dans la pièce à côté du gars et là, il y a une association d'images qui se fait pour le meilleur comme pour le pire. Donc, si t'invites, comme tu disais, des gens qui sont trop loin de ce que tu veux construire, du coup, ça va aussi associer ton image à eux et vice-versa et peut-être diluer ton message, effriter ta marque. Ou alors, si effectivement tu as les bonnes personnes dans la bonne niche, sur les bons sujets, qui ont une bonne réputation, là, du coup, giga hack, quoi. Ouais, giga hack, ouais. Giga hack. Et là l'option 1, j'ai l'impression que certains créateurs pop avec ça, en faisant un peu du Sam Sulek et tout. J'ai l'impression aussi que c'est plus aléatoire, peut-être, tu vois. C'est-à-dire parce que beaucoup de gens font du Sam Sulek en pensant à eux au lieu de penser aux autres. Et ça, c'est une énorme erreur que je vois. Dans les stratégies Sam Sulek, beaucoup de gens sont en mode, en gros, 24 heures dans ma vie. Oui. Ouais. Et on est en mode... Ouais, on s'en fout si on te connaît pas, en fait. Et si à moins que vraiment t'aies accompli des trucs de ouf et du coup, dans le même ça peut être frustrant, tu peux accomplir des trucs de ouf et tout le monde s'en fout. Alors que pour moi, le Sam Sulek, le vrai Sam Sulek, si tu veux le réussir, c'est plutôt... les vidéos de barbares civilisés, je sais pas si ça te parle. Ouais, je vois, ouais. Qui était un gars qui faisait des vidéos un peu sur, en gros, il faisait un peu des sujets rap philosophie, hyper intéressants.
très à droite sur certaines vidéos, mais pour le coup avec certaines analyses un peu... en gros, il y a des analyses nietzschéennes de certains rappeurs et tout ce que tu veux, il y avait des trucs assez intéressants. Et je parle vraiment de ce ton-là. Le côté vidéo un peu onirique, un peu lente, un peu tout ce que tu veux, où le mec parle, tu sens qu'il parle un peu sans filtre et qu'il parle un peu sans avoir trop préparé son texte, tu vois. Et si t'arrives à poster ça, peut-être pas tous les jours, mais 2-3 fois par semaine, sur des vidéos assez courtes, parce que pour le coup, moi je pense que l'erreur c'est de faire des vidéos longues de ce truc-là. Moi je pense qu'il y a... Enfin, je sais pas encore si je le tenterai, mais... Il y a pas mal de mecs pour qui ça marche bien, et effectivement il y a un truc de vraie authenticité, en fait tu sens, c'est limite si au début tu vois le mec poser sa caméra et appuyer, tu vois, t'as un gars qui a fait ça, il a accroché une caméra sur le pare-choc de sa voiture, et après tu vois juste il conduit, il roule, et tu vois un peu les reflets de la lumière sur le pare-brise, et lui qui conduit et qui parle, et il y a un truc très authentique tu sens que c'est pas calculé, quoi. Genre, c'est bon, voilà, là je vais vous parler, je vais vous dire vraiment ce que j'ai sur le cœur. Quand j'aurai fini, je vais couper la cam. Et il y a un vrai truc. Il y a pas ce truc de le gars qui lit un script ou. Et je pense qu'il y a de la valeur là-dedans aussi dans vraiment la connexion de. Voilà, j'ai l'impression d'écouter un gars avec qui je suis aligné sur les valeurs. Et toi, si tu le faisais, j'imagine que tu attirais aussi des gens. Avec qui tu matches sur les valeurs que tu défends. De ouf. Et puis surtout que ça, c'est un truc... je trouve que c'est un format vraiment intéressant à développer, tu vois. Parce que, en fait, beaucoup de gens ne raisonnent pas assez dans le format aussi sur le côté où est-ce que je m'insère dans la vie des gens. Moi, contre-courant, la manière... Donc le podcast qu'on a lancé, la manière dont j'ai vraiment voulu l'instiller dans la vie des gens, c'est... Il y a beaucoup trop de monde qui sont entre... l'entrepreneuriat, le carriérisme, l'ambition personnelle, sans être forcément entrepreneur, tu vois, mais vraiment le côté ambition personnelle, qui sont des gens incroyablement concernés par ce qui se passe dans la société française. Et je me suis dit, ça, il y a plein de gens, et en fait, ces gens-là, personne n'a créé une espèce de bannière commune où tu peux aller écouter ce profil de personnes-là. Et donc c'est ça que je suis allé chercher avec mon pote Jules Simian en termes d'invités, en termes de sujets et tout, tu vois. Et en vrai, ça marche pas trop mal pour l'instant. On fait entre avec les écoutes Spotify, Apple Music et le YouTube, on est à 2000, 3000 par épisode, tu vois. Donc c'est un début, tu vois. Mais c'est cool en vrai, j'aurais pensé faire un peu moins. Ah, trop cool. Trop cool. Et donc toi, c'est quoi la suite pour toi, pour ta marque perso? Je sais que tu avais des formats qui te démangeaient aussi peut-être sur de la... Moi, le truc de Sam Sulek, ça me tente pas mal parce que je trouve que c'est le truc aujourd'hui peut-être le plus rapide que je pourrais faire pour apporter de la valeur et me personal brander et apporter des sujets sur la table. Mais c'est peut-être pas là où je serais le meilleur, où je prendrais le plus de plaisir. Enfin, j'en sais pas encore. En revanche, moi, ce que je rêverais, c'est avoir le process d'organisation pour faire une conférence toutes les 2 semaines. Je rêverais de pouvoir balancer une conférence toutes les 2 semaines sur un sujet. Et ça me ferait vraiment kiffer, tu vois. J'adore les conférences. Je pense être très bon en conférences. Je gagne déjà pas mal d'argent en conférences parce que beaucoup de gens me prennent dans leur boîte, dans leurs événements, ce que tu veux. Et carrément. Tout. Et ça, c'est un truc où je pense que j'apporterais beaucoup de valeur. C'est juste, je me rends pas compte d'à quel point c'est un sujet niche ou pas, la conférence. Et en fait, je me rends pas compte de quel serait le tronc commun de chacune des conférences aussi. Parce qu'en fait, c'est un des plus gros problèmes aussi, c'est que je suis à cheval sur beaucoup trop de sujets à la fois. Ce qui est la raison pour laquelle ma personal brand a moins explosé que celle de Jules ou Sixteen sur Insta et TikTok, par exemple. C'est que je suis sur trop de sujets à la fois. Ah ouais. Ce qui est pas grave, hein. Je préfère ça plutôt que de devoir me forcer à pas parler de certains trucs, tu vois. Ouais. Mais du coup, ce qui est intéressant là sur ce format conf, c'est comme tu dis, moi j'ai assisté à plusieurs de tes confs, elles sont super cool et on sent que t'es enfin voilà quoi. En fait, on sent que t'es bon là-dedans et que je pense que chaque format aussi, son but c'est de capitaliser sur l'unfair advantage du gars, quoi. Ouf. Et toi, si les confs tu peux en faire sans que ça te coûte d'énergie et en plus elles sont bien. À quoi bon aller te faire chier, tu vois, aller faire un format... Parce que c'est un format complexe quand même sur les internets, on va dire, la conf. C'est quand même un format complexe sur les internets. Aujourd'hui, je pourrais me permettre de balancer des confs avec tout ce que j'ai fait, la street cred est en place, mais il y a 2 ans, je les aurais fait, on m'aurait dit en mode va travailler, frérot. Tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a un sujet aussi de crédibilité et de faire peut-être chaque format au bon moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, à Personal Brand, je m'obsède pas à percer, à avoir plein d'abonnés coûte que coûte. Mon but, c'est d'avoir la bonne image que je veux avoir parce que je suis CEO d'un groupe. Bon, à la fin, je suis pas un influenceur. Tant mieux si je fais de l'influence, tant mieux si j'ai des abonnés, tant mieux si mes formats plaisent aux gens. Mais d'abord et avant tout, mon job, il est ici maintenant avec mes équipes, avec mes clients, avec mes médias, tu vois. Et ça, c'est un truc que parfois les gens ne mesurent pas, tu vois. Ouais.
Bah écoute, merci Valran. Avec plaisir, Baptiste. C'est C'était un plaisir d'échanger avec toi. Puis bravo pour la chaîne, très très cool. Bah merci, contenu écoute, de ça maths fait... et tout, et puis la petite influence Yann Lenardi, je la ressens dans ton contenu, ça fait kiffer, tu vois. Bah merci, ça fait plaisir. Ça vaudrait le coup que tu pousses de voir si tu peux faire une collab avec lui, parce que je sais que lui il fait parfois des vidéos collab avec ouais, des carrément. créateurs et tout. Ouais, faudrait que tu discutes avec lui. Bah c'est clair. Je te ferai une intro. Bah avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, trop cool. Bah merci, super intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste, ciao.